Il existe des secrets qui dorment à nos côtés pendant des décennies entières. Des secrets qui respirent sur le même oreiller, mangent à la même table et vieillissent avec nous sans jamais être révélés. Pendant 40 ans, chaque nuit, mon mari ouvrait une boîte sous notre lit et pleurait en silence. Je faisais semblant de dormir. Quand j'ai finalement découvert ce qu'il y avait dans cette boîte, j'ai compris pourquoi il n'avait jamais pu fermer les yeux en paix. Je m'appelle Dorothée. J'ai 75 ans et j'ai passé la plus grande partie de ma vie avec un homme que je croyais connaître. Aujourd'hui, je viens partager avec vous une histoire que j'ai gardée dans mon cœur depuis le jour où j'ai enterré mon mari. Une histoire d'amour, de secrets et de comment parfois la vérité n'apparaît que lorsqu'il est trop tard pour changer quoi que ce soit. Avant de commencer, je voudrais vous demander une petite faveur. Si vous le pouvez, laissez un petit pouce bleu sur cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour m'aider à continuer à raconter ces histoires et dites-moi dans les commentaires d'où vous me regardez. Je suis très heureuse de savoir qu'il y a des gens de tant d'endroits différents qui écoutent ce que cette vieille femme a à raconter. Bon, je vais commencer par le début. C'était en 1965. Je venais d'avoir 18 ans quand ma mère est entrée dans ma chambre avec cet air sérieux que je connaissais bien. Elle s'est assise au bord de mon lit et m'a dit qu'elle avait une proposition de mariage pour moi. À cette époque, ici dans la campagne de Provence, les choses fonctionnaient ainsi. Les parents discutaient entre eux, réglaient les détails et nous n'étions informés que lorsque tout était pratiquement décidé. Ce n'était pas comme aujourd'hui où les jeunes sortent ensemble, flirtent, choisissent avec qui ils veulent se marier. Nous acceptions ce que la vie nous offrait, un point c'est tout. Son nom était Théophile. Théophile Auguste Dupont. La première fois que j'ai entendu ce nom, je l'ai trouvé beau, différent. Ma mère m'a dit qu'il avait 26 ans, qu'il travaillait à la ferme du comte de Beaumont. C'était un homme sérieux, travailleur, et sa famille était bien considérée dans le village. Elle m'a dit qu'il avait demandé ma main en mariage par l'intermédiaire de son père, Monsieur Octave, et que mon père avait déjà accepté. Je ne connaissais même pas ce garçon correctement. Je l'avais vu quelques fois à la messe du dimanche, toujours silencieux sur le banc du fond de l'église, son béret à la main et les yeux fixés sur l'autel. Il était beau, ça je ne pouvais pas le nier. Grand, brun, avec des yeux sombres qui semblaient porter le poids du monde. Mais il y avait quelque chose en lui qui me rendait inquiète, une tristesse qui semblait si ancienne qu'elle faisait déjà partie de son visage. Nous avons appris à nous connaître pendant les 3 semaines qui ont précédé le mariage. Il venait chez moi les dimanches après la messe, toujours accompagné de sa mère, Madame Herminie, une petite dame aux cheveux blancs qui parlait peu et soupirait beaucoup. Nous nous asseyions au salon, prenions le café, mangions la tarte aux pommes que ma mère préparait et essayions de converser. Mais Théophile était un homme de peu de mots. Il répondait à mes questions avec politesse, mais n'engageait jamais la conversation. Il ne me regardait jamais dans les yeux très longtemps. Il semblait toujours être ailleurs, même assis là, à côté de moi. Je me souviens qu'une fois je lui ai demandé ce qu'il aimait faire pendant son temps libre. Il est resté silencieux quelques secondes, comme s'il devait beaucoup réfléchir pour répondre à une chose si simple, puis il a dit qu'il aimait pêcher dans la rivière les samedis après-midi. Je lui ai demandé s'il avait des frères et sœurs. Il a dit que non, qu'il était fils unique, que sa mère avait eu 2 autres bébés avant lui, mais que les 2 étaient morts en bas âge. Sa voix est devenue encore plus basse quand il a dit cela, et Madame Herminie a sorti le chapelet qu'elle avait dans sa poche et a commencé à prier à voix basse. Je ne savais pas trop comment continuer la conversation après cela. Le jour de notre mariage, le 23 octobre 1965, l'église était pleine. Ma mère avait tenu à inviter tout le village. Je portais une robe blanche qui avait appartenu à ma grand-mère, toute brodée à la main, avec une dentelle sur l'ourlet que ma tante Geneviève avait passé 2 semaines à confectionner. J'avais un long voile et un bouquet de roses blanches que mon père avait commandé spécialement de Lyon. Quand je suis entrée dans l'église, au bras de mon père, j'ai vu Théophile qui m'attendait à l'autel. Il portait un costume noir, une cravate, les cheveux peignés en arrière avec de la brillantine. Il était beau. Mais quand nos regards se sont croisés, j'ai vu cette même tristesse de toujours. Il a essayé de sourire, mais le sourire n'a pas atteint ses yeux. La cérémonie était belle.
le père Anselme a fait une homélie sur le sacrement du mariage, sur comment le mariage était une union bénie par Dieu, sur comment nous deux commencions un voyage sacré ensemble. Théophile a répété les vœux d'une voix ferme, mais sans émotion, comme s'il récitait une leçon apprise par cœur. Quand est venu le moment de passer l'alliance à mon doigt, sa main a tremblé. Ce n'était qu'une seconde, mais je l'ai remarqué. Et j'ai aussi remarqué qu'il a fermé les yeux quand le prêtre a dit qu'il pouvait embrasser la mariée. Ce fut un baiser rapide, presque formel, plus un salut de respect qu'autre chose. La fête a eu lieu chez mes parents. Il y avait de l'accordéon, de la nourriture en abondance, les macarons de Madame Zulmire, qui étaient célèbres dans tout le village. Tout le monde dansait, buvait, riait, racontait des blagues, sauf Théophile. Il est resté assis pendant toute la fête à mes côtés, conversant quand quelqu'un venait lui parler, mais toujours avec cet air distant. Quand mon cousin Valentin est venu nous féliciter et a dit en plaisantant que nous allions avoir une dizaine d'enfants parce que j'étais belle et que Théophile était fort, il a seulement souri jaune et a pris une autre gorgée de vin. À la fin de la soirée, nous sommes allés dans la maison que son père avait préparée pour nous. C'était une maison simple, de 3 pièces, au bout de la rue principale du village. Il y avait un petit salon avec un canapé et une petite table basse, une chambre avec un lit double que Madame Herminie avait préparé avec des draps blancs brodés et une cuisine à l'arrière avec un poêle à bois. Il y avait aussi une cour avec un cerisier et un poulailler avec 5 poules. Tout était très simple, mais c'était propre et bien rangé. Quand nous sommes entrés dans la chambre pour la première fois en tant que mari et femme, mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait l'entendre. J'étais vierge, bien sûr. Je ne savais pas très bien à quoi m'attendre. Ma mère m'avait donné quelques orientations vagues sur les devoirs de l'épouse, mais rien de très précis. Théophile a fermé la porte derrière nous et est resté immobile un moment, regardant le sol. Puis il a commencé à enlever sa veste, sa cravate, à déboutonner sa chemise. Je suis restée là, sans savoir quoi faire, jusqu'à ce qu'il dise doucement que je pouvais me changer aussi, qu'il allait éteindre la lumière. Ce qui s'est passé cette nuit-là a été rapide et mécanique. Ce n'était pas violent, ce n'était pas douloureux dans le sens où il aurait été brutal avec moi, mais c'était vide. C'était comme s'il accomplissait une obligation, faisant quelque chose qui devait être fait, mais qui ne lui procurait aucun plaisir. Quand c'était fini, il s'est retourné et est resté silencieux. Je suis restée allongée, regardant le plafond dans l'obscurité, écoutant les grillons dehors, me demandant si c'était ainsi que ça allait être pour toujours. J'ai pensé qu'il allait dormir, que nous allions dormir, et que le lendemain la vie allait vraiment commencer, qu'avec le temps les choses allaient s'améliorer, que nous allions nous habituer l'un à l'autre. Mais alors j'ai entendu un bruit étrange, un mouvement. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu sa silhouette assise au bord du lit. Il était penché en avant, comme s'il cherchait quelque chose. J'ai entendu le son de quelque chose qu'on tirait de sous le lit. Une boîte. Il a pris une boîte à chaussures. J'ai fait semblant de dormir. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être par peur. Peut-être parce que je pensais que si je faisais semblant de ne pas voir, ce ne serait pas si étrange. Mais je voyais. À travers mes yeux mi-clos, je voyais tout. Théophile a pris cette boîte à chaussures, une boîte marron clair avec un couvercle, et l'a tenue sur ses genoux, serrant la boîte. Et alors, j'ai entendu un sanglot. Faible, mais c'était un sanglot. Mon mari, lors de notre première nuit de noces, pleurait, tenant une boîte à chaussures. Il n'a pas ouvert la boîte. C'était le plus étrange. Il est juste resté là à la tenir, pleurant en silence, les épaules tremblant de temps en temps. Je ne savais pas quoi faire. Devais-je faire semblant de me réveiller? Devais-je demander ce qui se passait? Devais-je le prendre dans mes bras? Mais quelque chose me disait que c'était un moment privé pour lui, qu'il ne voulait pas que je voie, que si je révélais que j'étais éveillée, ce serait pire. Alors j'ai continué à faire semblant de dormir. Après environ 20 minutes, il a essuyé son visage avec le dos de sa main, a rangé la boîte sous le lit, s'est allongé sur le dos et a fixé le plafond. Il n'a pas dormi de toute la nuit. Je le sais parce que je n'ai pas dormi non plus. Les jours suivants, j'ai essayé d'agir normalement. Il partait tôt le matin pour travailler à la ferme. Il rentrait en fin d'après-midi, fatigué et couvert de terre. Il prenait son bain dans la bassine dans la cour. Il dînait ce que j'avais préparé,
Et ensuite, il restait assis dans le salon, fumant cigarette sur cigarette jusqu'à l'heure de se coucher. Nous parlions peu. J'essayais d'engager la conversation. Je lui demandais comment s'était passée sa journée. Je racontais quelque chose qui s'était passé avec les voisines, mais il ne répondait que par des monosyllabes. Il n'était pas grossier, juste distant. Et toutes les nuits, c'était la même chose. Il attendait que j'éteigne la lumière. Il attendait encore quelques minutes, et puis il prenait la boîte sous le lit, toujours à la même heure, 3 heures du matin. J'ai commencé à me réveiller seule à cette heure-là, même avant qu'il ne bouge. C'était comme si mon corps avait créé une alarme interne, et toutes les nuits, je faisais semblant de dormir pendant qu'il prenait cette boîte, la tenait, pleurait doucement, et la rangeait ensuite. Il n'ouvrait jamais la boîte, ne sortait jamais rien de l'intérieur. Il la tenait simplement comme s'il serrait quelque chose ou quelqu'un dans ses bras. Des semaines ont passé, puis des mois. Mes règles ont eu du retard. Je suis allée voir la sage-femme, Madame Sébastienne, et elle a confirmé que j'attendais un bébé. Quand j'ai annoncé la nouvelle à Théophile, il a simplement hoché la tête et a dit que c'était une bénédiction de Dieu. Il n'y a pas eu d'étreinte, pas de célébration, pas cette joie que j'imaginais qu'un mari aurait en apprenant qu'il allait être père. Juste une reconnaissance formelle que la vie suivait son cours naturel. La grossesse a été difficile. J'avais beaucoup de nausées, des vertiges, j'étais gonflée. Madame Herminie venait m'aider quelques fois par semaine. Elle était gentille avec moi, mais c'était aussi une femme de peu de mots, exactement comme son fils. Une fois, j'ai essayé de lui demander si Théophile avait toujours été ainsi, si calme, si fermé. Elle a arrêté ce qu'elle faisait, m'a regardé avec des yeux pleins de tristesse et a dit que depuis qu'il était jeune homme, depuis ses 24 ans, il avait beaucoup changé, qu'il avait subi une grande perte et n'avait plus jamais été le même. J'ai demandé quelle était cette perte, mais elle a secoué la tête et a dit que ce n'était pas à elle de parler de la vie de son fils, que chacun portait ses croix comme il le pouvait. Cela m'était resté dans la tête. Quelle perte! Théophile avait perdu quelqu'un, un ami, un proche parent. Et qu'est-ce que cela avait à voir avec cette boîte? J'ai commencé à faire plus attention. J'ai remarqué qu'il allait plus mal en août. Chaque mois d'août, depuis que nous étions mariés, il devenait encore plus silencieux, encore plus triste. En août 1966, quand j'étais déjà enceinte de 7 mois, il a passé tout le mois comme un fantôme dans la maison. Il mangeait à peine, parlait à peine. Et la nuit, avec la boîte, il pleurait plus fort. Ce n'était plus seulement un sanglot silencieux, c'était un pleur de désespoir, un pleur de quelqu'un qui a le cœur brisé. Je voulais le prendre dans mes bras, je voulais lui demander ce qui se passait, mais quelque chose me bloquait. Notre fille est née en janvier 1967. Nous lui avons donné le nom de Clémence, un mélange des noms de nos grands-mères. C'était une belle petite fille, potelée, avec des yeux sombres, exactement comme ceux de son père. Quand la sage-femme l'a mise dans les bras de Théophile pour la première fois, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, une larme coulant sur son visage. Une seule larme qu'il a vite essuyée, mais elle était là. Il a regardé cette petite enfant, a passé son doigt sur sa joue et a murmuré quelque chose que je n'ai pas pu entendre. À ce moment-là, j'ai pensé que peut-être, juste peut-être, ce bébé allait réussir ce que je n'avais pas réussi, le ramener à la vie. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Théophile était un père présent. Je ne peux pas dire le contraire. Il travaillait dur pour subvenir à nos besoins. Il ne laissait jamais rien manquer à la maison. Il aidait avec Clémence quand elle pleurait la nuit, mais il restait distant, il restait avec ce vide dans le regard et il continuait avec le rituel de la boîte. Toutes les nuits, 3 heures, pendant des années et des années et des années. Clémence a grandi, est devenue une fillette éveillée, bavarde, pleine de vie. Elle adorait son papa et il lui montrait de l'affection à sa manière. Il l'emmenait pêcher dans la rivière les samedis, lui apprenait à planter dans le jardin, lui fabriquait des cerfs-volants en papier de soie pour les faire voler. Mais même avec sa fille, même en voyant cet enfant grandir et remplir la maison de joie, Théophile n'a jamais cessé d'être cet homme triste et n'a jamais cessé de chercher la boîte au milieu de la nuit. Avec le temps, je me suis habituée. C'est étrange de dire cela, mais c'est vrai. On s'habitue à presque tout quand on n'a pas d'autre choix.
J'ai construit ma vie autour de cela. Je m'occupais de la maison, j'élevais Clémence, je me faisais des amis parmi les voisines, j'allais à la messe, je participais aux activités paroissiales. Théophile était mon mari, le père de ma fille, l'homme avec qui je partageais le lit toutes les nuits. Mais il n'a jamais été vraiment mon compagnon. Il n'a jamais été mon ami. Il n'a jamais été mon amour. Et j'ai appris à accepter cela. Il y a eu une fois, c'était en 1978, quand Clémence avait environ 10-11 ans, où j'ai failli demander. C'était une nuit où j'avais des insomnies, parce que j'étais inquiète à cause de douleurs que je ressentais dans le dos. Théophile a pris la boîte, comme toujours, et s'est assis au bord du lit. J'avais les yeux ouverts en le regardant. Il m'a vu. Nos regards se sont croisés dans l'obscurité. Pendant une seconde, j'ai pensé qu'il allait dire quelque chose, qu'il allait enfin m'expliquer, mais il a juste détourné le regard, rangé la boîte sous le lit en hâte, s'est allongé sur le dos et est resté silencieux. Aucun de nous deux n'a rien dit. Et le lendemain, tout a continué comme d'habitude. Les années ont passé et nous avons vieilli ensemble. Clémence a grandi, s'est mariée avec un gentil garçon nommé Jean-Baptiste et est allée vivre à Lyon. Nous sommes restés seuls tous les deux dans la maison. Le silence est devenu encore plus pesant. Théophile a pris sa retraite en 1992, après plus de 30 ans de travail à la ferme. J'ai pensé qu'avec lui à la maison toute la journée, les choses allaient changer, que nous allions enfin vraiment parler, mais non. Il se levait tôt, préparait le café, s'occupait du jardin, restait assis sur le canapé à écouter la radio. Et la nuit, à 3 heures, c'était toujours la même chose. La boîte, les pleurs silencieux, le secret qu'il portait et qu'il n'allait jamais me révéler. J'ai continué à faire semblant de ne rien savoir pendant toutes ces années. 40 ans de mariage, 40 ans à me réveiller à 3 heures du matin, faisant semblant de dormir, 40 ans à me demander ce qu'il y avait dans cette boîte, 40 ans à vivre avec un homme que je connaissais, mais qui, en même temps, était un parfait étranger pour moi. Et puis est arrivé le jour où tout a changé. C'était en août 2005. Théophile venait d'avoir 66 ans le mois précédent. J'avais 58 ans. Nous étions déjà un vieux couple, de ceux que les gens regardent dans la rue et pensent qu'ils sont ensemble depuis toute une vie, qu'ils se connaissent sur le bout des doigts, qu'ils n'ont plus de secret l'un pour l'autre, s'il s'avère la vérité. Cet août-là, Théophile allait plus mal que jamais. Chaque année, ce mois maudit, il était différent. Mais cette année était particulièrement difficile. Il mangeait à peine. Je préparais la nourriture qu'il aimait, ce poulet aux champignons qui avait toujours été son plat préféré. Et il remuait la nourriture dans son assiette avec sa fourchette, sans presque rien porter à sa bouche. Il a tellement maigri ces semaines-là que ses pantalons flottaient sur lui, les yeux enfoncés, les joues creuses, il semblait avoir 10 ans de plus, d'un mois à l'autre. J'ai essayé de parler. Pour la première fois depuis des décennies, j'ai vraiment essayé de demander ce qui se passait. C'était un dimanche après-midi, après le déjeuner. Nous étions assis sur la terrasse, lui fumant sa cigarette roulée, comme toujours, regardant le vide. J'ai rassemblé mon courage et j'ai demandé s'il ne voulait pas aller chez le médecin, que j'étais inquiète pour lui, qu'il n'allait pas bien. Théophile m'a regardé, a pris une longue bouffée de sa cigarette et a dit qu'il n'avait pas besoin de médecin, que tout allait bien, mais sa voix tremblait. Et pour la première fois en toutes ces années, j'ai vu de la peur dans ses yeux. Ce n'était plus seulement de la tristesse, c'était de la peur. J'ai demandé de quoi il avait peur. Il est resté silencieux si longtemps que j'ai pensé qu'il n'allait pas répondre. Puis il a dit d'une voix si basse que je l'ai à peine entendu qu'il avait peur d'oublier. « Oublier quoi ?» J'ai demandé, mais il s'était déjà levé, avait jeté le reste de sa cigarette par terre, l'avait écrasée et était rentré dans la maison. La conversation était terminée. Cette nuit-là, je me suis réveillée à 3 heures du matin, comme toujours. Mon corps était tellement habitué à cette heure que c'était automatique. J'ai ouvert les yeux lentement et j'ai attendu. Mais Théophile n'a pas bougé. Il était allongé sur le côté, dos à moi, respirant doucement. J'ai trouvé cela étrange. En 40 ans, il n'avait jamais manqué à son rituel. Jamais. Je suis restée là à attendre
pensant que peut-être il attendait que je me rendorme. Mais 10 minutes ont passé, 15, 20 et rien. Puis j'ai entendu un bruit différent dans sa respiration. Ce n'était pas la respiration de quelqu'un qui dort, c'était la respiration de quelqu'un qui pleure, essayant de ne pas faire de bruit. Pour la première fois, j'ai eu envie de tendre la main et de le toucher, de poser ma main sur son dos et de lui dire que j'étais là, qu'il n'avait pas besoin de porter cela seul, quoi que ce soit. Ma main était déjà en l'air, sur le point de le toucher quand il a parlé. Sans se retourner, sans me regarder, il a dit mon nom. Dorothée, juste cela, mon nom. Et puis il a dit qu'il était désolé. Désolé pour tout. Désolé que j'ai passé toute ma vie aux côtés d'un homme qui n'avait pas réussi à m'aimer comme je le méritais. Je suis restée paralysée. En 40 ans de mariage, c'étaient les paroles les plus profondes qu'il m'ait jamais dites. Je ne savais pas quoi répondre. Je suis restée allongée là, avec la main toujours en l'air, tremblante, sentant les larmes couler sur mon visage. Je voulais dire tant de choses. Je voulais dire que je savais, que j'avais toujours su qu'il ne m'aimait pas, que j'avais accepté cela il y a longtemps. Je voulais dire que j'étais aussi désolée de ne pas avoir été assez courageuse pour demander, pour essayer de comprendre. Je voulais dire que peut-être nous aurions pu être heureux d'une certaine manière si nous avions vraiment parlé au moins une fois dans notre vie. Mais je n'ai rien pu dire. J'ai simplement posé ma main légèrement sur son dos, très légèrement, et je suis restée ainsi jusqu'au lever du soleil. Le lendemain, il s'est réveillé plus tôt que d'habitude. Quand je suis descendue à la cuisine, il avait déjà fait le café, déjà mis la table, était déjà assis avec sa tasse à la main, regardant par la fenêtre. « Bonjour », ai-je dit. Il a répondu « Bonjour à toi aussi », mais il ne m'a pas regardé. Nous avons pris notre café en silence. Puis il a dit qu'il allait faire un tour, qu'il avait besoin de se changer les idées. J'ai demandé s'il voulait de la compagnie, mais il a dit qu'il préférait y aller seul. Il est sorti avec son chapeau, sa chemise à manches longues, malgré la chaleur qu'il faisait, les mains dans les poches. Il est resté absent toute la journée. Quand il est revenu, il faisait presque nuit. J'étais inquiète. J'avais même pensé demander à Monsieur Meunier, notre voisin, d'aller le chercher. Mais alors, il est apparu à la porte, fatigué, les vêtements tout poussiéreux. Il s'est assis sur la chaise de la cuisine et a demandé un verre d'eau. Je lui ai donné l'eau. Il l'a bu d'un trait. Et puis il m'a regardé. Il m'a vraiment regardé, dans les yeux, pour la première fois depuis je ne sais combien d'années, et il a dit qu'il était fatigué, très fatigué. J'ai demandé s'il voulait s'allonger, se reposer. Il a secoué la tête et a dit que ce n'était pas ce genre de fatigue. C'était une fatigue de l'âme. Une fatigue de porter ce qu'il portait depuis si longtemps. Il a dit qu'il vieillissait, qu'il sentait qu'il n'avait plus beaucoup de temps et qu'il était fatigué de lutter contre les souvenirs, que les souvenirs gagnaient, qu'il le consumait complètement. À ce moment-là, avec lui parlant de cette façon, me regardant de cette façon, j'ai pensé qu'il allait enfin me raconter, qu'il allait ouvrir cette boîte, me montrer ce qu'il y avait dedans, tout expliquer. J'ai tiré une chaise et me suis assise à côté de lui. J'ai pris sa main, qui était froide malgré la chaleur, et j'ai attendu. Mais il n'a pas raconté. Il a juste serré ma main en retour, fort, comme s'il faisait ses adieux, et a dit « Merci. Merci d'être restée. Merci d'avoir été une bonne épouse. Merci d'avoir si bien élevé Clémence. Merci de ne pas avoir abandonné sur lui, même s'il ne m'avait donné aucune raison de rester. » J'ai pleuré. J'ai pleuré là devant lui, sans me cacher, sans faire semblant. J'ai pleuré pour toutes ces années de silence. J'ai pleuré pour la solitude que nous avions partagée dans cette maison. J'ai pleuré pour le mariage que nous n'avions jamais vraiment eu. Et j'ai pleuré parce qu'à ce moment-là, le voyant ainsi, si fragile, si brisé, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. J'ai ressenti de la pitié pour lui. Ce n'était pas de l'amour. Ça n'a jamais été de l'amour, mais c'était une compassion profonde pour cet homme qui avait passé toute sa vie prisonnier de quelque chose que je ne comprenais pas. Il a essuyé mes larmes de sa main calleuse. C'était un geste si délicat, si plein de tendresse, que cela m'a fait pleurer encore plus. Puis il s'est levé, a dit qu'il allait prendre un bain
et se coucher tôt parce qu'il était épuisé. Je suis allée à la cuisine finir de laver la vaisselle du dîner qu'il n'avait pas mangé. Je suis restée là à frotter les assiettes, regardant par la fenêtre vers la cour sombre, pensant à tout et à rien en même temps. Quand je suis allée dans la chambre plus tard, il était déjà couché. Il semblait dormir. Je me suis allongée de mon côté du lit, j'ai éteint la lumière et je suis restée à regarder le plafond, attendant qu'il soit 3 heures. Je voulais voir s'il allait prendre la boîte. Je voulais voir si après cette étrange conversation que nous avions eue, le rituel allait continuer. Mais le sommeil m'a gagné avant. J'ai dormi profondément, pour la première fois depuis des années, sans me réveiller au milieu de la nuit. Quand j'ai ouvert les yeux le lendemain matin, le soleil était déjà haut. J'ai regardé à côté de moi et Théophile était toujours allongé, dos à moi. J'ai trouvé cela étrange parce qu'il se levait toujours tôt. J'ai appelé son nom. Théophile. Rien. J'ai appelé encore, plus fort. Rien. Alors, j'ai touché son épaule. Elle était froide. Ce qui s'est passé ensuite a été très rapide et très lent en même temps. Je me souviens de l'avoir secoué, d'avoir crié son nom, d'avoir couru jusqu'à la maison de M. Meunier pour demander de l'aide. Je me souviens de M. Meunier courant avec moi, entrant dans la chambre, vérifiant le pouls de Théophile, me regardant et secouant la tête. Je me souviens de m'être effondrée sur le sol. Je me souviens de Madame Meunier, la femme de M. Meunier, me prenant dans ses bras et pleurant avec moi. Je me souviens de quelqu'un allant chercher le médecin, le docteur Gérard, qui habitait 3 rues plus bas. Je me souviens du docteur Gérard examinant le corps de Théophile et disant que c'était le cœur, que ça avait été rapide, qu'il n'avait pas souffert, qu'il était mort dans son sommeil. Mais il n'était pas mort dans son sommeil. Je le savais. Il était mort fatigué, fatigué de porter ce poids, fatigué de lutter contre les souvenirs. Il avait abandonné. Ils ont appelé Clémence à Lyon. Elle est arrivée en fin d'après-midi avec son mari et leurs 2 enfants, mes petits-enfants Roland et Valérie, qui étaient déjà adolescents. Clémence m'a serré si fort dans ses bras que je pouvais à peine respirer. Elle pleurait et disait que ce n'était pas possible, qu'elle avait parlé à son père au téléphone 2 semaines plus tôt et qu'il allait bien. Non, il n'allait pas bien, ai-je pensé. Il n'allait pas bien depuis longtemps, mais je n'ai rien dit. La veillée funèbre a eu lieu à la maison, comme c'était la coutume à l'époque. Ils ont installé le cercueil dans le salon. Théophile était allongé là, en costume, les mains croisées sur la poitrine, avec ce visage qui semblait enfin en paix. Tout le village est passé pour présenter ses condoléances. Madame Herminie, qui avait déjà plus de 80 ans et ne sortait presque plus de chez elle, a tenu à venir. Elle est restée devant le cercueil de son fils pendant longtemps, tenant son chapelet, priant à voix basse, pleurant en silence. Quand elle est partie, elle m'a prise dans ses bras et a murmuré à mon oreille que j'avais été une bien meilleure épouse que Théophile ne méritait. Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire par là. L'enterrement a eu lieu le lendemain. Le cimetière était plein. Le père Anselme, qui était déjà très âgé lui aussi, a célébré une belle messe. Il a parlé de la vie éternelle, du repos des justes, de comment Théophile avait été un homme travailleur et honnête. Quand ils ont descendu le cercueil, Clémence s'est jetée dessus, pleurant qu'elle ne voulait pas qu'on enterre son père. Jean-Baptiste a dû la retenir. Je suis restée là, immobile, les yeux secs, sans pouvoir pleurer. Non pas parce que je n'étais pas triste, mais parce que j'étais encore sous le choc. Je n'avais pas encore réalisé qu'il était parti, qu'il avait emporté son secret avec lui. Nous sommes rentrés à la maison après l'enterrement. Clémence voulait que je vienne vivre avec elle à Lyon, mais j'ai dit non, que c'était ma maison, que j'avais besoin de rester là. Elle est restée avec moi encore 3 jours, puis est repartie, me faisant promettre que j'allais appeler chaque semaine et que si j'avais besoin de quoi que ce soit, je n'avais qu'à le dire. Quand ils sont partis et que je me suis enfin retrouvée seule dans cette maison, le silence était assourdissant. J'ai passé les premiers jours comme un fantôme, faisant les choses machinalement. Je me réveillais, préparais le café, le buvais seul, lavais la tasse, balayais la maison, préparais à manger, mangeais un peu, lavais encore la vaisselle, et le soir je me couchais dans ce lit immense, vide, et regardais le plafond en attendant 3 heures du matin. C'était une habitude que mon corps n'arrivait pas à perdre.
Même lui mort, je me réveillais à 3 heures et restais là, regardant l'espace vide à côté de moi, me souvenant du rituel qu'il avait maintenu pendant 40 ans. C'est la 5e nuit seule que j'ai pensé à la boîte pour la première fois depuis qu'il était mort. J'avais eu tellement de choses dont m'occuper, la veillée funèbre, l'enterrement, la famille, les papiers, que ça ne m'avait même pas traversé l'esprit. Mais cette nuit-là, quand je me suis réveillée à 3 heures du matin, je me suis souvenu. La boîte à chaussures qu'il gardait sous le lit depuis 40 ans. Elle était encore là. Je me suis assise dans le lit, mon cœur s'est emballé. J'ai allumé la lampe de chevet. J'ai regardé sous le lit de son côté, et elle était là. La même boîte marron clair que j'avais vue tant de fois, toujours du coin de l'œil, toujours en faisant semblant de ne pas voir. Je suis restée à la regarder pendant un temps que je ne saurais dire. Ça pouvait être 1 minute, ça pouvait être 10. Ma main tremblait quand j'ai tendu le bras et tiré la boîte. Elle était plus légère que je ne l'imaginais. Je l'ai prise à 2 mains et l'ai posée sur mes genoux, de la même façon que je l'avais vue faire tant de fois. Il y avait de la poussière accumulée sur le couvercle. J'ai passé la main pour la nettoyer. La boîte était vieille, décolorée, avec les bords usés. Il y avait une étiquette d'un magasin de chaussures de Lyon qui n'existait plus. Je suis restée là tenant cette boîte, sentant son poids, si léger, mais en même temps si lourd par ce qu'elle représentait. J'ai pensé à l'ouvrir. J'ai pensé à enfin découvrir ce qu'il y avait dedans, mais en même temps, j'ai senti que j'envahissais quelque chose, que c'était à lui, que même mort, ce secret était encore le sien. Et je n'avais pas le droit de violer cela. Je suis restée dans ce conflit intérieur pendant si longtemps que quand j'ai regardé l'horloge, il était presque 5 heures du matin. J'ai rangé la boîte sous le lit et j'ai essayé de dormir, mais je n'ai pas pu. Les jours suivants, la boîte ne quittait pas mes pensées. Je faisais les tâches ménagères en pensant à elle. J'allais au marché en pensant à elle, je discutais avec les voisines en pensant à elle. Le soir, quand je me couchais, je regardais sous le lit, sachant qu'elle était là. Et toutes les nuits, à 3 heures, je me réveillais avec l'envie de la prendre, mais je ne la prenais pas. Quelque chose me retenait. Jusqu'à ce qu'une nuit, 2 semaines après l'enterrement, je n'en puisse plus. Je me suis réveillée à 3 heures, comme toujours. J'ai allumé la lumière, j'ai pris la boîte, je l'ai posée sur mes genoux et je l'ai regardée pendant un long moment. Cette fois, j'allais l'ouvrir. J'avais besoin de savoir. J'avais besoin de comprendre qui avait été cet homme avec qui j'avais passé 40 ans de ma vie. J'avais besoin de comprendre ce qui avait été si important, au point de le faire pleurer chaque nuit pendant 4 décennies. J'ai pris une grande inspiration, j'ai posé ma main sur le couvercle et j'ai ouvert. Ce qu'il y avait dedans a changé tout ce que je croyais savoir sur Théophile, a changé tout ce que je croyais sur notre mariage, a changé tout ce que je croyais sur moi-même. À l'intérieur de cette boîte se trouvait l'explication de 40 ans de silence, 40 ans de tristesse, 40 ans d'un secret si douloureux qu'il avait consumé un homme tout entier. Et pour la première fois en toutes ces décennies, j'ai compris. J'ai tout compris. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber la boîte. J'ai dû la tenir fermement, respirer profondément plusieurs fois avant de pouvoir vraiment regarder à l'intérieur. Et quand j'ai regardé, ce que j'ai vu d'abord, ce sont des photographies. Beaucoup de photographies. Toutes en noir et blanc, certaines déjà jaunies sur les bords, avec cette odeur de choses anciennes qu'a le vieux papier. J'ai pris la première photo avec précaution, comme si elle allait se désintégrer entre mes doigts. C'était une jeune femme, une belle jeune femme, aux cheveux sombres et longs, ondulés, tombant sur ses épaules. Elle portait une robe blanche en dentelle, avec des manches courtes et une fine ceinture à la taille. La robe était clairement une robe de mariée, mais ce n'était pas une robe de mariage complète. Elle était plus simple, plus délicate. La jeune femme souriait à l'appareil photo, un sourire immense, de ceux qui montrent toutes les dents, de ceux qui font briller les yeux. Elle tenait un bouquet de fleurs des champs, des marguerites et d'autres fleurs sauvages. Elle était belle, elle était radieuse, elle était amoureuse. On pouvait le voir rien qu'en regardant la photo. J'ai retourné la photo. Au dos, écrit d'une écriture soignée que je ne connaissais pas, il y avait « Isor ».
juin 1964. Isor. Ce nom ne signifiait rien pour moi. Je n'avais jamais entendu Théophile parler d'une Isor. Je n'avais jamais entendu Madame Herminie mentionner ce nom, mais elle était là, dans la boîte que mon mari avait gardée avec tant de soin pendant 40 ans. J'ai pris la deuxième photo. C'était la même jeune femme, Isor, mais cette fois, elle était avec un jeune homme. Mon cœur s'est presque arrêté quand j'ai reconnu le jeune homme. C'était Théophile, mais un Théophile que je n'avais jamais vu. Un Théophile jeune, il devait avoir environ 23-24 ans. Et il souriait vraiment. Ce n'était pas ce sourire forcé et jaune qu'il affichait sur les rares photos que nous avions prises au cours de notre mariage. C'était un sourire authentique, large, heureux. Il avait le bras autour de sa taille, la serrant contre lui, et elle était appuyée contre lui, la tête presque sur son épaule, en train de rire. Tous les deux semblaient si heureux que ça faisait mal de regarder cette photo. J'ai continué à regarder les autres photographies. Il y en avait plusieurs. Isor seule dans différents endroits, toujours souriante. Isor et Théophile assis au bord d'une rivière avec les pieds dans l'eau. Isor et Théophile devant une petite église que je n'ai pas reconnue. Isor avec une robe à fleurs, tenant un chapeau de paille et faisant une pose amusante. Sur toutes les photos, ce bonheur était palpable. C'était un bonheur qui criait depuis ces images en noir et blanc. Un bonheur qui contrastait tellement avec la tristesse que j'avais vue sur le visage de Théophile pendant toutes les années où je l'avais connu. J'ai posé les photos de côté avec précaution, les rangeant sur le lit. Je suis retournée regarder dans la boîte. Il y avait d'autres choses. J'ai pris ce qui semblait être un chapelet. Les perles étaient en bois, certaines fêlées. Le crucifix en métal était cassé en deux. Ce chapelet avait été beaucoup utilisé, c'était évident. Les perles étaient usées, lisses d'avoir été tant touchées. Pourquoi un chapelet cassé serait-il là-dedans? Sous le chapelet, il y avait une bague, une simple bague en or, avec une petite pierre bleue sertie. C'était une bague de fiançailles, ai-je réalisé. Je l'ai prise et j'ai regardé à l'intérieur. C'était gravé. TII 1964. Théophile et Isor. Donc, ils avaient été fiancés. Théophile avait été fiancé avant de m'épouser et il avait gardé sa bague toutes ces années. J'ai ressenti quelque chose de bizarre dans ma poitrine. Ce n'était pas exactement de la jalousie. Comment pouvais-je être jalouse de quelqu'un que je ne connaissais même pas, qui avait clairement fait partie de sa vie bien avant moi? Mais c'était une douleur de réaliser qu'il avait aimé quelqu'un de cette façon, avec cette intensité qui transparaissait dans les photos, et qu'avec moi, il n'avait jamais ressenti aucune fraction de cela. J'avais toujours su qu'il ne m'aimait pas. Mais voir la preuve qu'il était capable d'aimer, seulement qu'il n'avait pas été capable de m'aimer moi, ça faisait mal d'une façon que je n'attendais pas. J'ai continué à fouiller dans la boîte. Il y avait des lettres, plusieurs lettres attachées avec une ficelle rouge décolorée. Je les ai détachées avec précaution. J'ai pris la première lettre. Le papier était jauni, fragile. Je l'ai ouverte lentement pour ne pas la déchirer. L'écriture était celle de Théophile. Je l'ai reconnue immédiatement. C'était la même écriture qu'il utilisait pour signer les documents, pour écrire la liste de courses qu'il me laissait parfois quand il avait besoin que j'achète quelque chose de spécifique. Mais l'écriture dans les lettres était différente. Elle était plus soignée, plus belle, comme s'il avait mis tout l'amour du monde dans chaque mot écrit. La première lettre commençait ainsi. « Ma bien-aimée Isor, chaque jour loin de toi est une éternité. Je me réveille en pensant à toi. Je passe la journée à compter les heures pour te revoir, et je m'endors avec ton nom sur les lèvres. Tu es la raison de tout. Tu es mon cadeau de Dieu. J'ai hâte que tu sois ma femme, et que nous puissions enfin construire notre vie ensemble. Tiens pour toujours, Théophile. » J'ai dû arrêter de lire. Les larmes brouillaient ma vue. Cet homme qui avait écrit ces mots pleins d'amour, pleins d'espoir, pleins de vie, n'était pas l'homme que j'avais connu. L'homme que j'avais connu était une coquille vide. Mais cet homme dans les lettres, c'était le vrai Théophile. C'était l'homme qu'il avait été avant que quelque chose ne le détruise de l'intérieur. J'ai lu d'autres lettres. Elles étaient toutes semblables. Des déclarations d'amour, des projets pour l'avenir, des rêves qu'ils avaient ensemble.
Dans l'une d'elles, il parlait de la maison qu'il voulait construire pour elle, avec un grand jardin où elle pourrait planter les fleurs qu'elle aimait. Dans une autre, il parlait des enfants qu'ils allaient avoir, des noms auxquels il avait déjà pensé, comment il allait apprendre aux garçons à pêcher et aux filles à lire. Dans une autre encore, il racontait comment il avait économisé chaque centime de son salaire pour pouvoir acheter la bague de fiançailles, comment il était allé jusqu'à Lyon, juste pour choisir une bague qui soit digne d'elle. La dernière lettre était différente, elle n'était pas terminée. Il semblait qu'il avait commencé à écrire et s'était arrêté au milieu. Elle était datée d'août 1964. La lettre disait « Ma chère Isor, demain est le grand jour. Demain tu vas marcher jusqu'à l'autel et tu vas devenir ma femme. Je n'arrive pas à dormir tellement je suis anxieux, tellement je suis heureux. Je suis allé à l'église aujourd'hui et le père Anselme prépare tout. Ta mère a fini de coudre ta robe. Ma mère a fait le gâteau. Tout est prêt. Il ne manque plus que toi qui arrives belle comme toujours et qui dise oui. Mon cœur est si plein que je crois qu'il va exploser. Tu es tout ce que j'ai toujours voulu, tout ce dont j'ai toujours rêvé. Je vais passer le reste de ma vie à te rendre heureuse. Je te le promets, je vais... » Et la lettre s'arrêtait là. « Je vais... » Il n'avait pas terminé la phrase, n'avait pas terminé la lettre. Pourquoi ? Je suis retournée à la boîte. Il y avait encore une chose au fond. Un morceau de journal plié avec soin. Je l'ai déplié. C'était une page d'un journal d'août 1964, le Provençal. Un journal qui circulait dans la région à cette époque. Il y avait un article entouré au stylo rouge. J'ai lu le titre « Une jeune femme meurt noyée la veille de son mariage ». Mon cœur s'est emballé. J'ai lu l'article entier, chaque mot, chaque virgule. L'article racontait qu'une jeune femme de 20 ans, nommée Isor Mercier, était morte noyée dans la Durance dans l'après-midi du 23 août 1964. Elle était allée à la rivière avec quelques amis pour chercher de l'eau et laver du linge. C'était la coutume à l'époque. Beaucoup de gens n'avaient pas encore l'eau courante chez eux et utilisèrent la rivière pour ces choses. Selon les témoins, Isor avait glissé sur les pierres de la berge et était tombée dans la partie profonde de la rivière. Le courant était fort à cause des pluies des jours précédents. Ses amis ont essayé d'aider, mais n'ont pas réussi à l'atteindre à temps. Quand elles ont sorti le corps de l'eau, elle était déjà morte. L'article disait qu'Isor allait se marier le lendemain avec un jeune homme du village, que la famille était anéantie, que le fiancé était en état de choc et n'arrivait pas à parler. Il disait que le corps allait être veillé dans la maison familiale et enterré au cimetière municipal. Il disait que c'était une tragédie qui avait bouleversé toute la communauté. J'ai lâché le journal. Mes mains tremblaient tellement que le papier est tombé par terre. Isor. Isor était morte un jour avant d'épouser Théophile. Un jour avant. Elle était morte noyée pendant qu'il était probablement en train de finir les derniers préparatifs pour leur mariage. Elle était morte et il était resté là avec la bague qu'il avait achetée pour elle, avec les lettres qu'il avait écrites, avec les rêves qu'ils avaient construits ensemble, avec l'amour qu'il avait en lui et nulle part où le mettre. J'ai compris pourquoi il avait arrêté d'écrire la lettre. J'ai compris pourquoi la lettre se terminait par « je vais ». Il n'avait pas réussi à finir parce que, probablement, il attendait qu'elle arrive le lendemain pour lui donner la lettre avec toutes les autres qu'il avait écrites pendant leur fiançailles. Mais elle n'est jamais arrivée et il n'a jamais fini la lettre. Je me suis assise là sur ce lit avec les photos éparpillées autour de moi, avec les lettres sur mes genoux, avec ce morceau de journal sur le sol et j'ai essayé de tout assimiler. Théophile avait perdu l'amour de sa vie de la manière la plus tragique possible, la veille du mariage, sans avertissement, sans chance de lui dire au revoir, sans chance de dire tout ce qu'il voulait encore dire. Et après, moins d'1 an après, la famille l'avait poussé vers un mariage arrangé avec moi pour le faire surmonter, pour le faire avancer, pour le faire oublier. Mais il n'a jamais oublié. Comment aurait-il pu oublier ? Il avait gardé cette boîte avec tout ce qui restait d'elle. Les photos, les lettres, la bague, le chapelet qui était probablement le sien, qui s'était cassé peut-être dans l'accident, l'annonce de la mort. Et il regardait tout cela chaque nuit, pendant 40 ans, il se forçait à se souvenir, non pas pour oublier, mais pour ne pas oublier, pour la garder vivante d'une certaine façon.
Je me suis souvenu de ce qu'il m'avait dit cet après-midi avant de mourir, qu'il avait peur d'oublier. Maintenant, ça avait du sens. Il avait peur d'oublier Isor, peur que s'il arrêtait de regarder les photos, de lire les lettres, de tenir ces objets, elle allait disparaître complètement. Et pour lui, ce serait mourir encore. Ce serait la perdre une deuxième fois. J'ai compris pourquoi août était le pire mois. Parce que c'était en août qu'elle était morte. Chaque année, quand août arrivait, il devait revivre tout cela à nouveau. L'attente du mariage, le bonheur, et puis la tragédie, la perte, la douleur. J'ai compris pourquoi il ne m'avait jamais aimé. Non pas parce qu'il était incapable d'aimer, mais parce que tout l'amour qu'il avait en lui, tout cet amour qui débordait dans les lettres qu'il avait écrites, avait déjà un destinataire. Et ce destinataire était mort. Il n'y avait pas de place pour quelqu'un d'autre. Il ne restait rien pour moi. J'ai pleuré. J'ai tellement pleuré que mon corps me faisait mal. J'ai pleuré pour lui. J'ai pleuré pour Isor, qui était morte si jeune, si pleine de vie, un jour avant de réaliser son rêve. J'ai pleuré pour les 40 ans que nous avions vécus ensemble, mais séparés. J'ai pleuré pour la vie qu'il aurait pu avoir si elle n'était pas morte. J'ai pleuré pour la vie que j'aurais pu avoir si j'avais épousé quelqu'un qui aurait pu m'aimer vraiment. Mais au milieu de toute cette douleur, au milieu de toutes ces larmes, j'ai aussi ressenti autre chose. J'ai ressenti de la compréhension. Pour la première fois en 40 ans, je comprenais Théophile, je comprenais la distance, je comprenais le silence, je comprenais la tristesse dans ses yeux, je comprenais pourquoi il n'avait jamais réussi à être un vrai mari pour moi. Ce n'était pas parce que je n'étais pas assez bien, ce n'était pas parce que j'avais fait quelque chose de mal, c'était parce qu'il était prisonnier d'août 1964. Il était prisonnier pour toujours de ce jour où l'amour de sa vie avait disparu sous l'eau. Je suis restée assise sur ce lit jusqu'au lever du soleil. J'ai regardé chaque photo avec attention, lu chaque lettre lentement, tenu la bague dans la paume de ma main, passé mes doigts sur les perles du chapelet cassé, lu et relu l'article du journal, et j'ai reconstitué dans ma tête qui avait été cet homme avant la tragédie. Il avait été heureux, il avait été amoureux, il avait été plein de rêves et de projets, il avait été une personne complètement différente. Et puis, il m'avait connue, ou plutôt, il avait été forcé de m'épouser. Et j'avais été la remplaçante, la femme qui avait occupé la place qui aurait dû être celle d'Isor, la femme qui dormait dans le lit qui aurait dû être le sien, la femme qui avait eu l'enfant qui aurait dû être le sien. J'avais vécu la vie qui aurait dû être celle d'Isor. Et Théophile avait passé 40 ans à essayer de gérer cela, sachant que chaque fois qu'il me regardait, il se souvenait que je n'étais pas elle. Je n'ai pas ressenti de colère. J'aurais pu. J'avais tout le droit. J'aurais pu être en colère contre lui pour m'avoir utilisée comme remplaçante. J'aurais pu être en colère contre sa famille pour avoir arrangé ce mariage. J'aurais pu être en colère contre la vie pour avoir été si injuste avec moi. Mais je ne l'ai pas été. J'ai seulement ressenti une immense tristesse. Une tristesse pour lui, une tristesse pour moi, une tristesse pour tout ce que nous aurions pu être et que nous n'avons jamais été. J'ai pris toutes ces choses avec précaution et les ai remises dans la boîte. Les photos rangées, les lettres à nouveau attachées avec la ficelle, la bague, le chapelet, le morceau de journal. J'ai fermé le couvercle et j'ai tenu cette boîte sur mes genoux de la même façon qu'il l'avait tenue pendant 40 ans. Et j'ai compris pourquoi il pleurait. Parce que dans cette boîte, il n'y avait pas seulement des objets, il y avait toute une vie qui n'avait jamais eu lieu. Il y avait un avenir qui avait été volé. Il y avait un amour qui avait été interrompu avant de pouvoir se réaliser complètement. Il y avait Isor. Et même après 40 ans, même après avoir vieilli, même après avoir construit une famille avec une autre personne, il n'avait pas réussi à la laisser partir. Maintenant, je connaissais le secret. Maintenant, je comprenais. Et, étrangement, cela ne m'a pas fait me sentir plus mal. Cela m'a fait me sentir plus légère. Parce que finalement, après toute une vie de questions sans réponse, j'avais les réponses. Finalement, tout avait du sens. Finalement, je pouvais arrêter de me demander ce que j'avais fait de mal parce que je n'avais rien fait de mal. J'avais juste eu la malchance d'aimer un homme qui avait déjà donné son cœur à une autre personne. Une personne qui avait emporté ce cœur quand elle s'était noyée dans la rivière. Et ce matin-là, assise sur ce lit avec cette boîte sur mes genoux et le soleil entrant par la fenêtre, j'ai pris une décision.
Une décision qui allait tout changer, une décision qui allait enfin m'apporter la paix et j'espère lui apporter la paix à lui aussi, où qu'il soit. J'ai rangé la boîte sous le lit et je suis restée assise là pendant un temps que je ne saurais mesurer. Ça pouvait être 1 heure, ça pouvait être 3. Le soleil était déjà haut quand je me suis enfin levée. Je suis allée à la cuisine. J'ai fait du café, mais je n'ai pas pu le boire. Je suis restée à marcher dans la maison, d'une pièce à l'autre, pensant, assimilant tout ce que j'avais découvert. J'avais encore tant de questions, tant de choses que les photos et les lettres n'expliquaient pas. Qui avait été Isor au-delà de ce que j'avais vu sur ces images? Comment elle et Théophile s'étaient-ils rencontrés? Qu'avait ressenti sa famille quand elle était morte? Et sa famille à lui, Madame Herminie, surtout. Que savait-elle de tout cela? Pourquoi avait-elle permis que son fils m'épouse si peu de temps après avoir perdu sa fiancée? J'ai pensé à appeler Clémence et tout lui raconter. Mais qu'est-ce que j'allais dire, ma fille? J'ai découvert que ton père avait été fiancé à une autre femme avant moi et qu'il a passé toute sa vie en deuil pour elle. Non. Cela allait lui faire de la peine. Cela allait lui faire remettre en question tout ce qu'elle savait de son enfance, de sa famille, du père qu'elle avait aimé. Et pourquoi? À quoi cela servirait-il qu'elle le sache maintenant qu'il était déjà mort? Alors, j'ai pensé à chercher des réponses toute seule. J'ai pensé à chercher des gens qui auraient pu connaître Isor, des gens qui auraient été là quand tout s'était passé. Mais 41 ans avaient déjà passé. Beaucoup de gens étaient déjà morts, beaucoup de gens avaient déjà quitté le village et je ne savais même pas par où commencer. Je suis restée dans cette impasse pendant quelques jours. Le matin, je me réveillais avec l'intention de faire quelque chose, d'aller chercher des informations, mais la journée passait et je ne faisais rien. Je restais juste à tourner en rond dans la maison, à regarder la boîte sous le lit, à relire les lettres, à regarder les photos, à essayer de trouver des indices qui me mèneraient quelque part. C'est un mercredi, presque 3 semaines après avoir ouvert la boîte, que j'ai pris mon courage. Je me suis réveillée décidée. J'allais au cimetière. J'allais trouver la tombe d'Isor. J'avais besoin de voir de mes propres yeux. J'avais besoin de me retrouver face à ce qui avait hanté mon mariage pendant 40 ans. Je me suis préparée, j'ai pris mon sac et j'y suis allée. Le cimetière était de l'autre côté du village, à environ 20 minutes de marche de ma maison. Je suis passée devant l'église, la place, la boulangerie du père Jacques. Les gens me saluaient, demandèrent comment j'allais depuis la mort de Théophile. Je souriais, disais que j'allais bien, que la vie continuait. Mensonge. La vie ne continuait pas. La vie était figée dans ce moment où j'avais ouvert cette boîte. Je suis arrivée au cimetière quand le soleil était déjà fort. Le gardien, monsieur Louvel, un monsieur aux cheveux blancs qui travaillait là depuis des décennies, m'a vu et a enlevé son chapeau en signe de respect. Il m'a encore présenté ses condoléances, a dit que Théophile avait été un homme bon, que Dieu prenait soin de lui. Je l'ai remercié et j'ai demandé s'il savait où se trouvait la tombe d'une jeune femme nommée Isor Mercier, qui avait été enterrée là en août 1964. Monsieur Louvel s'est gratté la tête, a réfléchi un peu et a dit que le nom lui semblait familier, mais que ça faisait si longtemps qu'il n'était pas sûr. Il a dit qu'il avait un registre là dans sa guérite où tout était noté, tous les enterrements, depuis que le cimetière avait été inauguré en 1952. Nous sommes allés jusqu'à la guérite, une petite pièce avec une table, une chaise et plusieurs étagères pleines de vieux cahiers poussiéreux. Il a cherché jusqu'à trouver le cahier de 1964. Il l'a ouvert, a parcouru les pages jaunies avec ses doigts et s'est arrêté en août. Il a parcouru les annotations jusqu'à trouver. Isor Mercier, 20 ans, enterré le 24 août 1964, carré B, lot 17. J'ai noté mentalement et j'ai remercié. Monsieur Louvel m'a dit de faire attention parce que cette partie du cimetière était plus ancienne et était à moitié abandonnée, pleine de mauvaises herbes, quelques pierres tombales cassées. J'ai marché lentement dans le carré B. Il avait raison. Cette zone était complètement différente de la partie nouvelle où Théophile avait été enterré. Les tombes étaient plus simples, beaucoup avec seulement des croix en bois qui avaient déjà pourri avec le temps. Il y avait de l'herbe qui poussait entre les sépultures, certaines couvertes de feuilles sèches. J'ai compté les lots jusqu'à arriver au 17. Quand je suis arrivée,
J'ai failli ne pas en croire mes yeux. La tombe d'Isor était impeccable. La différence entre elle et toutes les autres autour était criante. Il n'y avait pas un brin de mauvaise herbe. La pierre tombale en marbre blanc était propre, brillante. Il y avait des fleurs fraîches dessus, des roses blanches, les mêmes roses blanches qu'elle tenait dans le bouquet de la photo que j'avais vue. Je me suis agenouillée devant la tombe. J'ai lu l'inscription. Isor Mercier, 1944-1964. Fille bien-aimée, fiancée, amie, repose en paix dans les bras du Seigneur. Il y avait un petit ange sculpté en haut de la pierre tombale. J'ai passé ma main sur le marbre froid. C'était si bien entretenu, si propre. Comment ? Alors j'ai compris. Ça avait été Théophile. Pendant toutes ces années, même marié avec moi, même vivant une vie complètement différente, il venait ici. Il prenait soin de sa tombe, la nettoyait, mettait des fleurs, gardait tout beau, comme si elle était encore sa fiancée, comme s'il avait encore l'obligation de prendre soin d'elle. Je me suis souvenu de cet après-midi de dimanche, quelques jours avant qu'il ne meure, quand il a dit qu'il allait se promener seul et est resté absent toute la journée. Il était venu ici, il était venu lui dire au revoir, il était venu lui dire qu'il était fatigué, qu'il n'en pouvait plus, que bientôt il allait la retrouver. Je me suis assise là sur le sol, à côté de la tombe, et j'ai commencé à parler. Je sais que ça peut paraître fou de parler à une personne morte que je n'ai jamais connue. Mais j'en avais besoin. J'avais besoin de dire les choses qui étaient coincées dans ma gorge depuis des semaines. Je lui ai dit qui j'étais. Je lui ai dit que j'avais été la femme qui avait épousé Théophile, que j'avais vécu avec lui pendant 40 ans, que j'avais eu une fille avec lui. Je lui ai dit qu'il ne m'avait jamais aimée, qu'il avait passé toute sa vie à l'aimer elle, à garder ses souvenirs, à visiter sa tombe. Je lui ai dit que pendant toutes ces années, je ne savais pas pourquoi il était si distant, si froid, si triste. Et que maintenant je savais, maintenant je comprenais. Je lui ai dit que je n'étais pas en colère, ni contre elle, ni contre lui, que je comprenais que l'amour qu'ils avaient eu était réel, était fort, était le genre d'amour qui ne meurt pas, même quand la personne meurt. Je lui ai dit que j'avais été envieuse quand j'avais vu les photos, quand j'avais lu les lettres, parce que je n'avais jamais été aimée de cette façon, mais que j'avais aussi ressenti de la gratitude d'une certaine façon étrange, parce qu'au moins maintenant, je savais que ce n'était pas ma faute, que je n'avais pas échoué en tant qu'épouse. J'avais juste été le second choix d'un homme qui n'avait jamais voulu de second choix. J'ai pleuré là, assise sur le sol de ce vieux cimetière, devant la tombe d'une femme que je n'avais jamais vue, mais qui avait été la propriétaire du cœur de mon mari. J'ai pleuré pour tout ce qui aurait pu être différent. J'ai pleuré pour la jeune fille de 18 ans que j'étais quand je m'étais mariée, pleine d'espoir que le mariage apporterait le bonheur. J'ai pleuré pour la femme de 58 ans que j'étais maintenant, qui avait passé toute sa vie aux côtés de quelqu'un, mais qui avait été seule tout le temps. Je suis restée là pendant des heures. Quand je me suis enfin levée, mes jambes étaient engourdies. J'ai essuyé mon visage, j'ai arrangé les fleurs qui étaient sur la tombe et j'ai dit au revoir. Je lui ai dit que j'allais prendre soin de ses affaires, que j'allais honorer ce qu'elle et Théophile avaient eu, et que j'allais les laisser enfin être ensemble. Je suis sortie du cimetière avec la tête pleine de pensées. Sur le chemin du retour, je suis passée devant la maison de Madame Herminie. Elle habitait dans une petite maison, vert clair, avec un cerisier dans la cour. Je me suis arrêtée, j'ai regardé la maison. Madame Herminie était déjà très vieille. Elle devait avoir environ 85 ans. Elle était veuve depuis longtemps. Elle vivait seule là avec une nièce qui venait s'occuper d'elle tous les jours. J'ai frappé à la porte. La nièce Noël a ouvert, m'a reconnue tout de suite et a fait cette tête de pitié que les gens font quand ils voient une veuve récente. Elle m'a invitée à entrer. Elle a dit que Madame Herminie se reposait dans sa chambre, mais qu'elle allait la réveiller parce qu'elle serait contente de me voir. J'ai attendu dans le salon. Il y avait des photos accrochées au mur, des photos anciennes. J'ai vu quelques photos de Théophile enfant. Il y avait une photo de lui à sa première communion, tout bien habillé en costume blanc. Il y avait une photo de lui adolescent tenant un gros poisson qu'il avait dû pêcher. Et puis, j'ai vu une autre photo. C'était le jeune Théophile avec environ 20 ans à côté d'une jeune femme. La même jeune femme des photos de la boîte. Isor. Ils étaient devant cette même maison où j'étais maintenant. Il était en costume,
elle en robe, tous les deux souriants. Alors la famille savait, bien sûr qu'elle savait. Cette photo était accrochée là sur le mur de la maison de sa mère. Ce n'était pas un secret, ou du moins ce n'était pas un secret pour eux. Madame Herminie est apparue appuyée sur le bras de Noël. Elle était plus maigre que la dernière fois que je l'avais vue à l'enterrement de Théophile. Les cheveux complètement blancs, le visage plein de rides, les mains tremblant un peu, mais les yeux étaient encore vifs, attentifs. Elle m'a vue et a souri de cette façon triste qu'elle souriait toujours. Nous nous sommes assises sur le canapé. Noël a apporté du café et des biscuits. Nous avons parlé de banalités pendant quelques minutes. Elle m'a demandé comment j'allais, si j'arrivais à dormir, si Clémence venait me rendre visite. J'ai répondu à tout machinalement parce que ma tête était ailleurs. Alors, rassemblant tout le courage que j'avais, j'ai demandé. J'ai demandé au sujet d'Isor. Madame Herminie s'est arrêtée avec sa tasse de café en l'air, elle est restée figée, m'a regardé avec ses yeux pleins de surprise. Puis elle a posé la tasse lentement, a joint ses mains sur ses genoux et a soupiré profondément. Elle a demandé comment je savais au sujet d'Isor. Je lui ai raconté la boîte, les photos, les lettres, la bague, le journal. Je lui ai raconté comment j'avais passé 40 ans à voir Théophile prendre cette boîte chaque nuit, sans jamais savoir ce qu'il y avait dedans, et comment finalement, après sa mort, j'avais ouvert. Madame Herminie a commencé à pleurer. En pleurant, elle a demandé pardon. Pardon d'avoir permis que son fils m'épouse si vite après la tragédie. Elle a dit qu'à l'époque, elle pensait faire ce qu'il fallait, qu'elle pensait que si Théophile avait une nouvelle épouse, une famille, il allait réussir à surmonter, qu'elle pensait que c'était cruel de laisser un jeune homme, fort, travailleur, dépérir de tristesse pour le reste de sa vie, que le père Anselme avait dit que c'était la volonté de Dieu, que Dieu avait d'autres projets pour lui, qu'il devait avancer. Elle a dit que Théophile avait résisté au début, que quand son père, Monsieur Octave, avait suggéré le mariage avec moi, Théophile avait dit qu'il ne voulait pas, qu'il n'était pas prêt, qu'il ne serait jamais prêt. Mais la famille avait insisté, avait fait pression, avait dit qu'il ne pouvait pas passer le reste de sa vie en deuil, qu'Isor n'aurait pas voulu le voir ainsi, qu'il devait honorer sa mémoire en vivant, pas en mourant petit à petit. Et puis, il avait cédé, avait accepté de m'épouser. Mais Madame Herminie a dit qu'elle avait toujours su que ça avait été une erreur, parce que depuis le jour du mariage avec moi, Théophile était devenu encore plus fermé, encore plus triste. Il remplissait ses obligations de mari et père, mais il était mort à l'intérieur. Et elle, en tant que mère, avait dû voir cela tous les jours et vivre avec la culpabilité d'avoir forcé cela. J'ai demandé si elle savait pour la boîte, si elle savait qu'il visitait la tombe d'Isor. Elle a dit que oui, elle savait, que Théophile ne lui avait jamais caché cela, qu'il allait au cimetière chaque semaine, parfois 2 fois par semaine, pour prendre soin de la tombe, qu'il achetait des fleurs avec son propre argent et les apportait là-bas, qu'il n'avait jamais laissé personne toucher à cette tombe. C'était comme si c'était une mission sacrée pour lui. Elle a dit que la famille d'Isor avait quitté le village quelques années après sa mort, que les parents n'avaient pas supporté de continuer à vivre à l'endroit où ils avaient perdu leur fille de cette façon, qu'ils avaient déménagé à Paris et n'étaient jamais revenus, et que depuis lors, Théophile avait assumé seul l'entretien de la tombe pendant plus de 40 ans. Madame Herminie a tenu mes mains, ses vieilles mains tremblantes tenant les miennes, et elle a dit que j'avais été une meilleure épouse que son fils ne le méritait, que j'étais restée là solide, prenant soin de lui, élevant ma fille, maintenant la maison, même sans recevoir l'amour que toute femme mérite de recevoir, qu'elle avait toujours été reconnaissante que je sois restée, parce qu'elle savait que beaucoup de femmes ne seraient pas restées. Je lui ai dit que je n'avais jamais pensé à partir, parce qu'à cette époque, ce n'était pas comme ça. On se mariait pour la vie. Peu importait si on était heureuse ou non. Peu importait si on était aimé ou non. On restait parce que c'était ce qu'on attendait d'une femme bien, et aussi parce que, d'une certaine façon, j'avais développé de l'affection pour Théophile. Ce n'était pas de l'amour romantique, mais c'était de la compagnie, c'était une habitude, c'était une vie partagée, même si chacun vivait dans sa propre solitude. J'ai parlé avec Madame Herminie pendant plus de 2 heures. Elle m'a raconté comment était Isor. Elle a dit que c'était une jeune femme gaie, pleine de vie, qui chantait tout le temps, qu'elle et Théophile s'étaient rencontrés à la fête de la Saint-Jean de l'Église en 1963,
que ça avait été le coup de foudre, qu'en quelques semaines, ils parlaient déjà de mariage. Que tout le monde dans le village disait qu'ils étaient le couple parfait, qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Elle a raconté le jour de la mort, comment quelqu'un était venu en courant jusqu'à leur maison, criant qu'il y avait eu un accident à la rivière. Comment Théophile était parti en courant, comment il était arrivé là-bas et avait vu son corps qu'on sortait de l'eau, comment il s'était jeté sur le corps, criant son nom, l'implorant de se réveiller. Comment il avait fallu 6 hommes pour réussir à l'arracher du corps et le ramener à la maison. Comment il était resté enfermé dans sa chambre pendant des jours, sans manger, sans boire, juste en pleurant. Elle a raconté que le jour qui aurait dû être celui du mariage, Théophile avait mis son costume de mariage, avait mis sa cravate, s'était coiffé, avait mis ses chaussures et était allé à l'église. Il était resté là debout devant l'autel, seul, regardant la place vide où Isor aurait dû être. Le père Anselme avait essayé de le faire partir, mais il était resté là debout pendant des heures, jusqu'à la nuit. Il n'est parti que quand il n'a plus supporté de rester debout et s'est évanoui. Entendre tout cela m'a de nouveau brisé le cœur, mais en même temps m'a fait comprendre encore plus. Théophile n'était pas un homme froid, c'était un homme brisé. Brisé d'une façon qui n'avait jamais pu être réparée. Quand je suis sortie de chez Madame Herminie, c'était déjà la fin de l'après-midi. Je suis rentrée chez moi, marchant lentement, assimilant tout ce que j'avais entendu. Maintenant, j'avais l'histoire complète, pas seulement les fragments de la boîte, mais toute l'histoire. Et savoir cela a changé quelque chose en moi. Ça a changé la façon dont je voyais Théophile, ça a changé la façon dont je voyais notre mariage, ça a changé la façon dont je me voyais moi-même, parce que maintenant je comprenais que nous avions été des victimes. Victimes des circonstances, victimes des attentes, victimes d'une époque qui ne croyait pas au deuil prolongé, qui pensait que le mariage était la solution à tout, qui poussait les gens en avant, même quand ils avaient besoin de temps pour guérir. Et cette compréhension, aussi douloureuse soit-elle, a aussi apporté une libération, parce que maintenant je pouvais pardonner. Lui pardonner de ne m'avoir jamais aimé, me pardonner à moi-même de n'avoir jamais été suffisante. Pardonner à la vie de ne pas avoir été ce dont j'avais rêvé. Dans les jours qui ont suivi ma conversation avec Madame Herminie, quelque chose a changé en moi. Ce n'était pas un changement brusque de ceux qu'on sent d'un coup. C'était un changement lent, comme quand la marée monte sur la plage et qu'on ne réalise que l'eau a déjà couvert nos pieds que quand on regarde en bas. Je me transformais. Je cessais d'être la Dorothée qui avait vécu 40 ans dans l'ombre d'un fantôme pour devenir une Dorothée que je ne connaissais pas encore vraiment. Je suis retournée au cimetière plusieurs fois cette semaine-là. Je visitais d'abord la tombe de Théophile, je lui parlais, je lui racontais comment s'était passée ma journée, j'arrangeais les fleurs et ensuite j'allais jusqu'à la tombe d'Isor. Je m'asseyais là pendant un moment, en silence, sentant juste le vent sur mon visage et écoutant les oiseaux chanter dans les arbres autour. C'était étrange comme cet endroit était devenu important pour moi. Un endroit où je n'aurais jamais dû avoir de connexion était devenu un refuge, un espace où je pouvais traiter tout ce que je ressentais. Un après-midi, j'étais assise là, entre les 2 tombes, quand est venue une dame que je ne connaissais pas. Elle avait à peu près mon âge, des cheveux gris attachés en chignon, une simple robe à pois. Elle est passée devant moi en portant un arrosoir et est allée jusqu'à une tombe quelques lots plus loin. Elle a commencé à arroser les fleurs qu'elle avait plantées là. Au bout d'un moment, elle m'a regardée et a souri. Elle est venue vers moi. Elle s'est présentée comme Carole. Elle a dit qu'elle venait là chaque semaine s'occuper de la tombe de son mari, Monsieur Édouard, qui était mort il y a 5 ans d'une attaque. Elle a demandé si je visitais un proche. J'ai montré la tombe de Théophile et j'ai dit que c'était mon mari. Elle a fait cette tête solidaire, a dit qu'elle savait comme c'était difficile, qu'au début on avait l'impression que la vie n'allait pas continuer, mais qu'avec le temps on apprenait à vivre avec l'absence. Nous avons parlé pendant quelques minutes. Elle était sympathique, facile à converser. Alors elle a regardé l'autre tombe, celle d'Isor, qui était juste à côté de là où j'étais assise. Elle a fait remarquer comme cette tombe était toujours si bien entretenue, si fleurie. Elle a dit que pendant des années, elle avait vu un homme venir ici régulièrement, toujours seul, apportant toujours des roses blanches.
Elle avait trouvé belle toute cette dévotion. Ça devait être le père ou le frère de la jeune femme, avait-elle pensé. Mon cœur s'est serré. C'était Théophile qu'elle avait vu toutes ces années. Mon mari prenant soin de la tombe de la femme qu'il aimait vraiment. Et personne ne savait. Pour tout le monde, il n'était qu'un homme dévoué rendant hommage à quelqu'un. Personne n'imaginait la douleur qu'il y avait derrière cela. J'ai dit à Carole que je connaissais l'histoire, que l'homme qu'elle avait vu était mon mari, que la jeune femme de la tombe avait été sa fiancée avant qu'il ne m'épouse. Ses yeux se sont écarquillés. Elle ne savait pas quoi dire. Elle est restée sans voix un moment. Puis elle a demandé avec précaution si je n'étais pas blessée par cela, par lui venant ici toutes ces années. J'ai bien réfléchi avant de répondre. J'ai expliqué que pendant longtemps je n'avais pas su, que j'avais tout découvert seulement après sa mort et que maintenant, connaissant l'histoire complète, je n'arrivais pas à être blessée. J'arrivais seulement à ressentir une immense tristesse pour tous ceux qui étaient impliqués, pour Isor qui était morte si jeune, pour Théophile qui ne s'était jamais remis de la perte, et pour moi qui avais vécu une vie aux côtés de quelqu'un qui n'avait jamais pu me donner son cœur, parce que son cœur était enterré ici. Carole m'a prise dans ses bras. C'était une étreinte forte, serrée, de quelqu'un qui comprenait la douleur, même sans avoir vécu la même situation. Elle a dit que j'étais une femme de beaucoup de force, que ce n'était pas n'importe qui arriverait à regarder tout cela avec autant de compréhension. J'ai remercié, mais au fond de moi, je ne me sentais pas forte. Je me sentais juste fatiguée. Fatiguée de porter autant de choses seule pendant si longtemps. Quand je suis rentrée chez moi ce jour-là, je me suis assise sur la terrasse et je suis restée à regarder le coucher de soleil. Le ciel était couleur orange et rose, avec quelques nuages sombres à l'horizon. C'était beau. Théophile avait l'habitude de s'asseoir sur cette même chaise chaque après-midi et de rester à regarder le vide en fumant. Maintenant, je comprenais qu'il ne regardait pas le vide. Il regardait le passé. Il voyait Isor dans chaque coucher de soleil, dans chaque nuage, dans chaque souffle de vent. Je suis rentrée dans la maison quand il a fait nuit. Je suis allée directement dans la chambre. J'ai repris la boîte sous le lit. Je l'avais déjà regardée tant de fois que je connaissais chaque photo, chaque mot de chaque lettre. Mais j'avais besoin de regarder une dernière fois. J'avais besoin de prendre la décision qui tournait dans ma tête depuis le jour où j'avais tout découvert. J'ai pris les photos, les lettres, la bague, le chapelet, le morceau de journal. J'ai tout remis avec précaution dans la boîte. J'ai fermé le couvercle et j'ai su ce que je devais faire. Le lendemain matin, je me suis réveillée plus tôt que d'habitude. Je me suis préparée avec soin. J'ai mis ma robe bleu marine, la plus belle que j'avais. J'ai attaché mes cheveux, j'ai mis un rouge à lèvres clair, j'ai pris la boîte et je suis sortie. Le cimetière était vide quand je suis arrivée. Monsieur Louvel balayait l'entrée. Il m'a salué, a fait remarquer que j'étais venue beaucoup ces derniers temps. J'ai dit que oui, que je réglais certaines choses. Il a hoché la tête et est retourné à son travail. Je suis allée directement à la tombe de Théophile. Je suis restée là debout un moment, juste à regarder la pierre tombale en granit gris avec son nom gravé. Théophile Auguste Dupont, 1939-2005. Marie aimée, père dévoué. Les mots sur la pierre tombale étaient vérité et mensonge en même temps. Il avait été un père dévoué, c'était indéniable. Mais Marie aimée par qui? Pas par moi. Et il ne m'avait pas aimé non plus. Mais les apparences devaient être maintenues. Alors, c'était écrit là cette demi-vérité. Je me suis agenouillée à côté de la tombe, j'ai ouvert la boîte, j'ai pris chaque objet, un par un, et j'ai commencé à les poser sur la tombe, les photos d'Isor souriante, les photos d'eux deux ensemble, les lettres pleines d'amour et d'espoir, la bague de fiançailles qui n'avait jamais été portée, le chapelet cassé, le morceau de journal annonçant la tragédie. En posant chaque chose là, je lui parlais. Je lui ai dit que j'avais tout découvert, que j'avais tout compris, que je savais maintenant pourquoi il avait été comme il était. Je lui ai dit que je lui pardonnais. Je lui pardonnais de ne m'avoir jamais aimée. Je lui pardonnais de m'avoir utilisée comme remplaçante. Je lui pardonnais d'avoir passé 40 ans à vivre avec moi, mais en désirant être avec une autre personne. Mais j'ai aussi dit d'autres choses. J'ai dit qu'il aurait dû être honnête avec moi,
qu'il aurait dû me dire la vérité avant de se marier, que je méritais de savoir que j'entrais dans un mariage où je n'aurais jamais vraiment son amour. J'ai dit que j'avais perdu 40 ans de ma vie à me demander ce que je faisais de mal, à me culpabiliser, à penser que je n'étais pas assez bien et que ce n'était pas juste envers moi. J'ai dit qu'il avait été un lâche. Lâche d'avoir cédé à la pression de la famille, au lieu d'insister pour vivre son deuil comme il en avait besoin. Lâche de m'avoir entraîné dans sa douleur sans me donner le choix. Lâche de n'avoir jamais eu le courage de me parler d'Isor, ne serait-ce qu'une seule fois en 40 ans. Mais j'ai aussi dit que je comprenais, qu'il avait été jeune quand il l'avait perdu, qu'il n'avait pas eu de soutien pour traiter son deuil, qu'il avait été poussé vers une vie qu'il ne voulait pas vivre, qu'il avait fait du mieux qu'il pouvait dans les circonstances et qu'au final, malgré tout, il avait été un homme décent. Il avait travaillé dur, avait pourvu aux besoins de la famille, avait élevé Clémence avec affection, n'avait jamais levé la main sur moi, ne m'avait jamais humilié, avait été distant, mais avait été respectueux. Et à cette époque, pour beaucoup de femmes, c'était déjà plus que ce qu'elles avaient. Quand j'ai fini de dire tout ce que j'avais besoin de dire, j'ai rassemblé tous les objets de la boîte, mais cette fois je ne les ai pas remis dedans. J'ai pris une petite pelle que j'avais apportée de la maison et j'ai commencé à creuser un trou peu profond à côté de sa tombe. La terre était dure. Ça m'a pris du temps, mais j'ai réussi à faire un trou assez profond. J'ai mis tous les objets d'Isor dedans, les photos une par une, les lettres toujours attachées avec la ficelle, la bague qui a brillé une dernière fois quand le soleil l'a frappée, le chapelet cassé, le morceau de journal jauni, tout ce qu'il avait gardé avec tant de soin pendant toutes ces années, tout ce qui représentait l'amour qu'il n'avait jamais pu vivre complètement. J'ai recouvert de terre, j'ai bien tassé, et là, juste à côté de sa tombe, j'ai enterré le passé. J'ai enterré Isor, ou du moins, j'ai enterré les souvenirs physiques d'elle, parce que je savais qu'elle n'allait jamais sortir de son cœur, même dans la mort. Mais maintenant, elle était là à côté de lui, enfin ensemble, même si ce n'était que symboliquement. Je suis restée assise là encore un moment. Puis, j'ai pris la boîte vide et je suis allée jusqu'à la tombe d'Isor. J'ai posé la boîte sur sa tombe et j'ai parlé une dernière fois à cette jeune femme que je n'avais jamais connue, mais qui avait changé toute ma vie. Je lui ai dit que Théophile l'avait aimée jusqu'au dernier jour, qu'il n'avait jamais oublié, qu'il l'avait portée dans son cœur pendant 41 ans. Je lui ai dit qu'elle avait eu beaucoup de chance d'être aimée de cette façon, avec cette intensité, avec cette dévotion, que toutes les femmes n'ont pas la chance d'être le grand amour de la vie de quelqu'un. Mais j'ai aussi dit que maintenant c'était fini, que je la rendais à l'univers, que j'avais rempli mon rôle, j'avais pris soin de l'homme qu'elle aurait dû épouser, je lui avais donné une fille, j'avais tenu sa maison, j'étais restée à ses côtés même quand c'était difficile, et que maintenant j'avais besoin de vivre ma vie, pas la vie de son épouse, mais ma propre vie, la vie de Dorothée, qui avait 75 ans, et qui n'avait jamais vécu juste pour elle-même. J'ai laissé la boîte là, et je suis partie. Je ne me suis pas retournée. Quand je suis passée devant la tombe de Théophile, j'ai juste fait un petit signe, comme quelqu'un qui dit au revoir à quelqu'un qui part pour un long voyage. Et j'ai continué à marcher. Je suis sortie du cimetière et je suis allée directement à la gare routière. J'ai acheté un billet de bus pour Lyon. J'allais passer quelques jours chez Clémence. J'avais besoin de voir ma fille. J'avais besoin de serrer mes petits-enfants dans mes bras. J'avais besoin d'être près de gens vivants, de gens qui riaient, de gens qui avaient un avenir devant eux. Quand je suis arrivée chez Clémence cet après-midi-là, elle a été surprise. Elle ne m'attendait pas. Elle a demandé si tout allait bien, s'il s'était passé quelque chose. J'ai dit que oui, tout allait bien, que j'avais juste eu envie de la voir. Elle m'a serré fort dans ses bras et a dit que la maison était la mienne, que je pouvais rester aussi longtemps que je voulais. Ce soir-là, après le dîner, quand Clémence a mis les enfants au lit, nous nous sommes assises au salon, juste nous deux. Elle a fait du thé. Nous avons parlé de banalité pendant un moment. Puis elle a demandé, avec cette façon prudente de quelqu'un qui sait qu'il marche sur un terrain délicat, si j'arrivais à bien gérer la mort de son père. J'ai bien réfléchi avant de répondre. J'ai décidé d'être honnête. Pas totalement honnête, parce qu'il y avait des choses qu'elle n'avait pas besoin de savoir, mais suffisamment honnête. J'ai dit que oui, j'y arrivais, que j'allais même mieux que je ne l'aurais pensé,
que j'avais découvert certaines choses sur son père après sa mort, des choses qui m'avaient aidé à mieux le comprendre et que cette compréhension avait apporté une paix que je n'avais pas eue depuis longtemps. Elle a demandé « Quelle chose était-ce » J'ai pris une grande inspiration. J'ai dit que son père avait eu un grand amour avant de m'épouser, une jeune femme qui était morte dans un accident et qu'il n'avait jamais complètement surmonté cette perte. Clémence est restée silencieuse, assimilant. Puis elle a demandé si j'avais été blessée en découvrant cela. J'ai dit qu'au début, oui, que ça avait fait mal, mais qu'après j'avais compris que ce n'était pas à propos de moi, que c'était à propos de lui et de sa douleur, et que tout le monde a le droit de garder des souvenirs des gens qu'il a aimés, même après être passé à autre chose. J'ai dit que son père avait été un homme bon, à sa façon, qu'il avait pris soin de moi et d'elle du mieux qu'il pouvait, et que c'était ce qui comptait. Clémence a pleuré, elle a pleuré, et m'a prise dans ses bras. Elle a dit qu'elle n'avait jamais remarqué que son père était distant avec moi, que pour elle, nous avions toujours semblé un couple normal, mais que maintenant, en y repensant, elle se souvenait de ne nous avoir jamais vus nous tenir la main, ou nous embrasser, ou faire ces choses que font les couples amoureux. Elle a dit qu'elle était désolée. Désolée que j'ai vécu un mariage sans amour. J'ai pris son visage entre mes mains, et j'ai dit qu'elle n'avait pas besoin de se sentir triste, qu'elle avait été la plus grande bénédiction de ma vie, que si je n'avais pas épousé son père, je ne l'aurais pas eu, et que rien que pour cela, tout en avait valu la peine. Ce n'était pas un mensonge, c'était la pure vérité. Je suis restée à Lyon pendant 2 semaines. J'ai aidé Clémence avec la maison, j'ai joué avec mes petits-enfants, je suis sortie me promener au parc, je suis allée au centre commercial, au cinéma. J'ai fait des choses que je n'avais jamais faites parce que j'avais toujours été trop occupée à m'occuper de la maison, du mari, à faire que tout fonctionne. Et chaque jour qui passait, je sentais un poids de moins sur mes épaules. Quand je suis rentrée dans mon village, c'était déjà novembre. Les pluies d'automne avaient commencé. La maison était un peu étouffante d'être restée fermée, mais elle était en ordre. J'ai ouvert toutes les fenêtres, j'ai laissé l'air circuler, j'ai fait un grand ménage, j'ai donné les vêtements de Théophile qui étaient rangés dans l'armoire, j'ai donné des outils, j'ai donné des livres, j'ai donné tout ce qui n'avait plus d'utilité. Non par colère, mais parce que j'avais besoin de faire de la place physique et de la place émotionnelle pour de nouvelles choses. Dans les mois qui ont suivi, j'ai construit une nouvelle routine. J'ai commencé à fréquenter un groupe d'artisanat qui se réunissait à l'église les mercredis. J'ai appris à faire du crochet, du tricot, de la broderie. Je me suis fait des amis avec d'autres femmes de mon âge, certaines veuves comme moi, d'autres encore mariées. Nous discutions, nous riions, nous prenions le café, nous partagions des histoires. Je me suis remise à chanter. Il y avait une chorale à l'église qui avait besoin de plus de voix féminines. Je les ai rejoints, j'ai découvert que j'aimais chanter, que j'avais une belle voix pour les hymnes, que je me sentais légère quand je chantais. J'ai commencé à mieux prendre soin de moi. Je suis allée au salon de coiffure arranger mes cheveux. J'ai acheté de nouveaux vêtements, plus colorés, plus gais. J'ai commencé à mettre du rouge à lèvres tous les jours, pas seulement pour les occasions spéciales. De petites choses qui me faisaient me sentir vivante. Et j'ai remarqué une chose curieuse. Pour la première fois en 40 ans, je dormais toute la nuit. Je ne me réveillais plus à 3 heures du matin. Mon corps avait enfin désappris cette habitude. Je n'avais plus besoin de faire semblant de dormir en observant un rituel de douleur. Je pouvais simplement dormir, et c'était libérateur. 1 an après la mort de Théophile, je suis retournée au cimetière. Je n'y étais plus allée depuis ce jour où j'avais enterré les affaires d'Isor, mais j'ai senti que j'avais besoin d'y aller une dernière fois, apporter des fleurs, dire vraiment au revoir. Quand je suis arrivée à sa tombe, j'ai été surprise. Il y avait des fleurs fraîches là, des roses blanches. J'ai regardé autour et j'ai vu Madame Herminie assise sur un petit banc à côté de la tombe en train de réciter son chapelet. Elle était si vieille, si fragile, qu'on aurait dit que le vent pouvait l'emporter. Mais elle était là, visitant son fils. Je me suis approchée doucement pour ne pas l'effrayer. Elle a ouvert les yeux et m'a vue. Elle a souri de cette façon fatiguée qu'elle avait. Elle a dit qu'elle venait là chaque mois le jour de sa mort, qu'elle n'allait pas arrêter tant qu'elle aurait des forces. Je me suis assise à côté d'elle.
Nous sommes restés en silence un moment, chacune avec ses pensées. Puis elle a demandé comment j'allais. J'ai dit que j'allais bien, mieux que je ne m'y attendais, que je reconstruisais ma vie, que je trouvais de la joie dans de petites choses, que j'apprenais à vivre pour moi-même. Elle a serré ma main et a dit qu'elle était heureuse de le savoir, que je méritais d'être heureuse, que je l'avais toujours mérité et qu'elle espérait qu'à un moment de ma vie je trouverais le véritable amour, l'amour que je n'avais jamais eu avec son fils. Je lui ai dit que je n'avais plus besoin d'amour romantique, que j'avais découvert qu'il existait d'autres types d'amour. L'amour de soi, l'amour pour une fille, l'amour pour des petits-enfants, l'amour pour des amis, l'amour de la vie, et que ces amours étaient suffisants, étaient plus que suffisants. Nous avons parlé encore un moment, puis je lui ai dit au revoir, j'ai posé mes fleurs à côté des siennes, et je suis partie. Cette fois, quand je suis sortie du cimetière, j'ai su que je n'avais plus besoin de revenir. J'avais fait la paix avec le passé, j'avais pardonné, j'étais passée à autre chose. Aujourd'hui, alors que je vous raconte cette histoire, beaucoup d'années ont passé depuis tout cela. J'ai 75 ans maintenant. Je suis une vieille femme, avec des cheveux blancs, avec des rides sur le visage, avec les mains calleuses d'avoir tant travaillé. Mais je suis une femme en paix. Une femme qui a vécu une vie qu'elle n'a pas choisie, mais qui a appris à faire le mieux avec ce qu'elle avait. J'ai appris que l'amour n'est pas seulement cette passion dévorante que nous voyons dans les films. Parfois, l'amour c'est le respect, c'est la compagnie, c'est rester même quand c'est difficile. Et ce n'est pas grave si ce n'est pas l'amour des contes de fées. La vraie vie n'est pas un conte de fées de toute façon. J'ai appris que garder des secrets peut détruire une personne petit à petit, que Théophile aurait pu vivre une vie différente s'il avait eu le courage de parler de sa douleur, s'il avait cherché de l'aide, s'il avait permis au temps de guérir les blessures. Mais il a choisi de tout garder dans cette boîte et cela l'a consumé de l'intérieur. J'ai appris que le pardon est libérateur, non pas parce que l'autre personne le mérite, mais parce que nous méritons de vivre sans le poids de la rancœur. Quand j'ai pardonné à Théophile, ce n'était pas pour lui, c'était pour moi, pour que je puisse respirer à nouveau. Et j'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, qu'on peut encore découvrir de nouvelles choses sur nous-mêmes, même à 70, 80, 90 ans, qu'on peut encore se faire de nouveaux amis, qu'on peut encore trouver la joie, qu'on peut encore vraiment vivre. Alors, pour vous qui m'écoutez, surtout les femmes de ma génération, qui ont vécu des mariages difficiles, qui sont restées silencieuses, qui ont avalé des rancœurs en silence, je dis, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour chercher votre propre bonheur. Il n'est jamais trop tard pour pardonner. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. La boîte que Théophile a gardée pendant 40 ans est restée enterrée au cimetière. Ses secrets ont été enterrés avec lui. Mais moi, je n'ai pas enterré ma vie avec. J'ai choisi de vivre. J'ai choisi d'aller de l'avant. J'ai choisi d'être heureuse, malgré tout. Et s'il y a une leçon dans toute cette histoire, c'est celle-ci. On ne peut pas laisser le passé voler notre présent. On ne peut pas laisser la douleur d'une autre personne devenir notre propre douleur. On ne peut pas passer toute sa vie à attendre un amour qui n'arrivera jamais. Parfois, on a simplement besoin d'accepter ce qui est, de pardonner ce qui a été et de construire ce qui peut être. Théophile a vécu prisonnier de 1964 jusqu'au jour de sa mort. Mais moi, j'ai choisi de ne pas rester prisonnière avec lui. J'ai choisi de vivre en 2005, 2006, 2007 et toutes les années qui ont suivi. J'ai choisi de profiter de chaque jour que Dieu me donne. J'ai choisi de sourire à nouveau. J'ai choisi d'être la Dorothée que je n'ai jamais eu la chance d'être quand j'étais occupée à être l'épouse de quelqu'un. Et vous savez quoi? Je ne regrette rien, pas même les 40 années difficiles, parce qu'elles m'ont rendu qui je suis aujourd'hui. Une femme forte, une femme résiliente, une femme qui connaît la valeur de la liberté parce qu'elle a déjà vécu dans la prison de la solitude silencieuse. Alors, merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir permis de partager cette histoire que j'ai gardée si longtemps. Et si vous retirez quelque chose de tout cela, que ce soit ceci. Vivez. Vivez vraiment. N'existez pas seulement. Ne survivez pas seulement. Vivez parce que la vie est trop courte pour être gaspillée à attendre quelque chose qui n'arrivera jamais. Et moi, Dorothée, 75 ans, veuve, mère,
grand-mère, amie, chanteuse de chorale, artisane débutante, je vis enfin libre, enfin en paix. Que Dieu vous bénisse, que vous trouviez votre propre paix, que vous appreniez à pardonner et que vous ne cessiez jamais de vivre à cause de secrets gardés dans des boîtes cachées sous le lit. Avant que je vous dise au revoir, je voudrais vous demander une faveur, mes chers amis. S'il vous plaît, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne Histoire Grand-mère. Dites-moi aussi dans les commentaires d'où vous me regardez. À la prochaine.